Bienvenue dans cette édition de Géopolitis dont voici le sommaire. L'Iran face à Donald Trump, la République islamique va-t-elle résister au retour des sanctions? 40 ans après la Révolution, comment vit-on en Iran? Comment interpréter les grèves et les manifestations de ces derniers mois? La politique étrangère de l'Iran, elle n'est pas forcément guidée par des considérations religieuses. Nous le verrons avec notre invité, avec aussi cette question: quels sont les risques d'une guerre directe avec Israël? Il y a 40 ans, la contestation populaire balayait la monarchie du Shah. Et le 1er février 1979, à Téhéran, ce peuple qui avait chassé son monarque dictateur accueillait dans une ferveur ahurissante l'ayatollah Khomeini de retour d'exil. L'Iran basculait dans un autre monde. 4 décennies durant, ou presque, la République islamique aura résisté aux embargos de l'Occident, résisté aussi à l'hostilité des autres puissances de la région, les puissances sunnites comme l'Arabie saoudite, mais aussi bien sûr Israël. Dans ce Moyen-Orient, qui apparaît toujours comme une des principales zones sismiques du système international, l'Iran a renforcé son influence. La victoire militaire de Bachar el-Assad en Syrie est aussi un peu, et même un peu beaucoup, la victoire de l'Iran. Avec notre invité, nous allons évaluer les effets déjà perceptibles du rétablissement des sanctions américaines, interpréter les grèves et les mouvements sociaux qui agitent la société iranienne, pointer aussi la répression sous le carcan de l'ordre religieux. Avec le retour des sanctions, le régime des mollahs se prépare à des temps difficiles. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Le régime de sanctions contre l'Iran sera le plus dur de l'histoire, a promis le président américain. Il frappera toutes les entreprises internationales qui continueraient de commercer avec Téhéran. L'objectif? Étrangler le régime, le forcer à négocier un nouvel accord nucléaire, lui interdire de développer ses missiles balistiques. En tournée tout récemment à travers le Moyen-Orient, le secrétaire d'État Mike Pompeo a appelé les régimes arabes à créer une grande alliance contre l'Iran, désigné comme l'ennemi de tous. Les faucons de la Maison-Blanche rêvent même d'un grand soir à Téhéran qui verrait le peuple renverser le régime. Face à la machine de guerre américaine, la République islamique mobilise ses alliés. Les sanctions américaines, injustes et illégales, contre l'honorable nation iranienne, constituent un exemple clair de terrorisme économique. Nous sommes réunis ici pour affirmer que nous ne comptons pas tolérer une telle insolence. Chine et Russie en tête, mais aussi Inde et Pakistan, tous étaient là lors du sommet organisé en décembre à Téhéran. Des contrats ont été signés avec Moscou pour l'achat d'avions, avec New Delhi pour du pétrole. En pleine guerre commerciale avec Washington, la Chine temporise, mais s'intéresse de très près aux gisements gaziers du Golfe Persique. L'Europe, elle, tergiverse. Le mécanisme financier censé permettre aux entreprises européennes de contourner les sanctions américaines peine à voir le jour. Cœur de cible des sanctions, le pétrole, bien sûr. Déjà, par rapport à 2017, les exportations de l'Iran pourraient avoir chuté de moitié. Le retrait des constructeurs automobiles français et de l'allemand Daimler-Mercedes pourrait coûter 1 million d'emplois à l'économie. Le bazar tourne au ralenti. La monnaie nationale, le rial, a perdu en un an 60% de sa valeur par rapport au dollar. L'inflation galope, au moins 20% sur l'année 2018 et même 40% pour le seul mois de novembre. Certains produits, comme la viande, deviennent inaccessibles aux plus pauvres, certains médicaments introuvables. On sait peu de choses des grèves et des manifestations qui ont éclaté dans plusieurs régions du pays, contre la vie chère, contre les salaires impayés, contre le gouvernement. Des vidéos sont publiées sur les réseaux sociaux. Au cri de mort au dictateur, des manifestants réclament la démission du guide suprême. Des temps difficiles s'annoncent sûrement pour le régime islamique, contesté de l'intérieur et confronté à l'hostilité de ses ennemis extérieurs. Bonjour, Manashari.
Bonjour. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitis. Vous avez publié plusieurs livres. Je citerai La malédiction du religieux, la défaite de la pensée démocratique en Iran. Madame Shirali, on entend dire souvent que 70-80% de la population iranienne en a marre du régime religieux, c'est vrai? Moi, je dirais que même plus que ça, parce qu'il y a vraiment une mince minorité qui soutient ce régime, mais la grande majorité, l'écrasante majorité des Iraniens sont vraiment contre, parce que leur situation de vie, la situation économique de ce pays, la situation politique et culturelle a complètement dégradé. C'est la raison pour laquelle il y a un très grand mécontentement des Iraniens. Ah oui, on a vu ces manifestations. Qu'est-ce qu'ils réclament? On a même entendu des manifestants réclamer, dire mort au guide suprême. Hein. Au début, les manifestations ont commencé par des petites revendications, mais c'est très rapidement s'enchaîner sur en fait, la chute du régime, le changement complet de la République islamique, le changement de la Constitution. Les tribunaux islamiques ne sont pas tendres avec la contestation interne. Les amendes sont sévères. Tout à fait. Une répression massive s'est écrasée sur les manifestants et les dirigeants du régime ont réussi à écraser la résistance des Iraniens, ce qui est tout à fait compréhensible. On est dans une région du monde où, avec l'exemple syrien, nous avons vu que ce ne sont pas les peuples qui décident de leur sort. C'est vraiment l'alliance et le résultat de l'alliance des grandes puissances dans la région. Et même dans l'exemple syrien, on voit avec 700 000 morts, avec 200 000 prisonniers politiques et 6 millions de réfugiés, le régime de Bachar al-Assad est encore en place et les Syriens n'ont pas réussi à changer le régime. À plus forte raison, les Iraniens n'arriveront pas tout seuls à changer le régime, même s'ils le souhaitent. Alors oui, justement, l'idée à Washington, un peu des faucons à Washington, c'est à travers les sanctions créer une telle crise et de telles pénuries que le peuple se soulève contre le régime. Alors on peut dire que c'est cynique, quelque part un peu quand même, de la part de l'administration américaine. Est-ce que ce scénario du soulèvement populaire vous semble crédible, possible? On peut comprendre la logique, mais on peut aussi regretter que ce sont les Iraniens qui souffrent en premier. Le peuple, les gens les plus modestes. Ce sont les Iraniens, le peuple, et les dirigeants, ils arrivent toujours à sortir d'une manière ou d'une autre de la situation. Alors justement, ces sanctions, ce retour des sanctions les plus dures de l'histoire, a dit Donald Trump, elles visent évidemment le pétrole. Comment le régime iranien, qu'est-ce qu'il a imaginé pour exporter quand même son pétrole? C'est vital pour l'économie. De toute façon, ils arrivent à vendre d'une manière ou d'une autre leur pétrole. Et ils ne sont pas plus maladroits que les gens de Daesh. Vous vous souvenez, eux aussi, ils arrivaient à vendre le pétrole irakien et ils arrivaient à faire du troc avec les différents pays autour d'eux. Et je ne pense pas que les Iraniens, les dirigeants iraniens manquent ce genre de manière détournée pour vendre le pétrole. Mais c'est que c'est catastrophique pour l'économie iranienne. C'est catastrophique pour les Iraniens et c'est vraiment, ce n'est pas par cette manière qu'on peut diriger un grand pays comme l'Iran. Concrètement, comment le régime parviendra-t-il encore à vendre du pétrole? Déjà, il y a quand même 8 pays qui sont autorisés à acheter le pétrole iranien. Il y a en Europe, aussi la Grèce et l'Italie, je crois. Oui, et la Corée, et la Chine, l'Inde et la Turquie, je pense. Oui. Donc, il y a quand même des pays autorisés, mais bon, paraît-il que l'achat du pétrole iranien va baisser de plus en plus. Mais avec ces pays, l'Iran est obligé de monnayer avec la monnaie locale. Et ce n'est pas les dollars, ce n'est pas la monnaie internationale qui va entrer dans les caisses de l'État. Et on peut supposer aussi que l'Iran brade son pétrole et qu'elle le vende au-dessous des cours du marché, évidemment. Absolument. Est-ce que l'Europe, qui est partie prenante à l'accord sur le nucléaire, est-ce que l'Europe peut jouer un rôle dans l'allègement des sanctions contre l'Iran ou le contournement des sanctions contre l'Iran ? Laissez-moi de ne pas être très optimiste là-dessus. Je pense qu'avec l'histoire de l'accord nucléaire et le retrait de Donald Trump de cet accord et la manière dont les choses se sont passées, on a quand même compris à quel point l'hégémonie américaine est puissante et à quel point l'Europe ne fait pas point face aux Américains. Donc l'Europe est un peu hors-jeu dans cette question. Est-ce que le régime iranien, attend quelque chose de l'Europe encore?
Ils ont mis beaucoup d'attentes sur les Européens, mais dès le début, j'ai trouvé que le guide suprême était très sceptique parce qu'il connaissait que finalement, face aux Américains, personne ne peut réagir réellement. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on regarde un peu le contexte géopolitique de l'Iran. Il y a cette confrontation avec l'administration américaine et ses alliés dans la région. Mais l'Iran n'est pas tout seul. On regarde ça avec le reportage d'Abraham Ziziadis. Mettre l'Iran à genoux, en touchant le pays au cœur. Le cœur de l'Iran, c'est l'or noir et le pétrole représente 50% des recettes du pays. L'Iran s'attendait à un nouveau départ sur la scène internationale. L'éruption de Donald Trump et de ses alliés saoudiens et israéliens oriente la République islamique vers une nouvelle tragédie. Certains disent que les responsables américains sont fous. Je ne crois pas. Moi, je pense que ce sont des idiots de première classe. Sur un atlas, pourtant, l'Iran compte plus d'amis que d'ennemis. Le clan de l'hostilité est plutôt restreint. Outre Washington et Israël, il y a les pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Brésil, le nouvel allié. Celui des amis de Téhéran est bien large, avec la puissante Chine, cliente incontournable, la Russie et les 27 de l'Union européenne qui tentent d'éviter un effondrement de l'Iran. Mais un chiffre balaye tous les autres. Les États-Unis représentent un quart de l'économie mondiale. De quoi dissuader une entreprise qui voudrait contourner les sanctions. Reste à l'Iran une bouée de sauvetage, travailler en zone grise, tenter d'échapper à la fatalité par des montages compliqués, mais le mal est là. Les voyants sont au rouge. L'Iran aurait dépensé entre 50 et 100 milliards de dollars pour maintenir Bachar Assad au pouvoir en Syrie, selon l'ONU. Tarir le financement de la guerre et empêcher l'Iran de devenir une puissance régionale, c'est précisément l'objectif des États-Unis et de leurs alliés. La République islamique peut-elle encore tenir 2 ans et espérer des temps meilleurs après Donald Trump? Le gouvernement des Mollahs a 40 ans. Il a trébuché entre les guerres, les sanctions et les tentatives d'insurrection sans s'effondrer. Madame, en Syrie, Bachar el-Assad est en train de reconquérir son territoire. Trump a annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie, progressif. Est-ce que c'est la victoire de l'Iran? Je dirais plutôt que c'est l'échec des peuples du Moyen-Orient. Ce n'est pas la victoire de l'Iran, c'est l'échec du peuple de tous ces pays qui sont là, qui sont dans cette région pétrolière et qui n'arriveront pas à décider de leur sort politique. Est-ce que maintenant, notamment avec le retrait des Américains, est-ce que vous voyez un risque de confrontation directe entre Israël et l'Iran, avec comme théâtre la Syrie? C'est tout à fait plausible. C'est tout à fait plausible parce que les attaques israéliennes n'ont pas tardé, ils ont déjà commencé et on va voir quelle sera la suite. Quels sont les objectifs maintenant, ou à long terme, on va dire, de l'Iran, du régime de Téhéran, en Syrie, par rapport à la Syrie? Le but de Téhéran, c'est d'avoir une hégémonie dans la région, d'être l'acteur le plus fort du Moyen-Orient et de pouvoir décider pour l'équation des rapports de force dans le Moyen-Orient. Ça, c'est le but de l'Iran, accéder à la Méditerranée à travers la Syrie et exporter son gaz à travers la Syrie. Ce sont les buts de Téhéran et c'est la raison pour laquelle l'Iran a investi lourdement dans la guerre syrienne et au détriment des Iraniens, au détriment de l'économie iranienne. Donc le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir à Damas, c'était essentiel. Cet axe, qui existe depuis longtemps d'ailleurs, cet axe Damas-Téhéran, il est essentiel pour le pouvoir iranien. Oui, la Syrie a soutenu l'Iran même pendant la guerre Iran-Irak. C'était le seul pays arabe. Saddam, Absolument, c'était le seul pays arabe qui a soutenu l'Iran. Donc il y a une alliance, comme vous dites, historique, qui ne remonte pas très loin, mais 4 décennies, entre l'Iran et la Syrie. Et en revanche, l'Iran aussi a soutenu Bachar pendant cette
révolte syrienne et finalement on voit que c'est Bachar al-Assad qui est resté en place. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'alliance avec la Russie? Est-ce que c'est une alliance de circonstances en Syrie ou ça va au-delà? C'est une alliance de circonstances qui a duré. Et donc, on voit que les Russes sont en train de soutenir l'Iran. On voit que, quand même, les deux pays, les dirigeants des deux pays trouvent leur intérêt à avoir une coalition ensemble. On ne peut pas prédire jusqu'à quel point cette alliance va durer. Mais en tout cas, ça fait quelque temps que cette alliance existe. Il y a des bases militaires russes qui ont été ouvertes en Iran aussi. Absolument. Ouais. Alors, on entend souvent dire que la politique étrangère iranienne est déterminée essentiellement par la défense des communautés chiites. Il y a cette notion de l'arc chiite, ce fameux arc chiite qui menace le Moyen-Orient. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette grille d'analyse? Enfin, autant que je sache, le Hamas, qui a été toujours soutenu par l'Iran depuis 4 décennies, depuis l'arrivée de la République islamique, n'est pas chiite. Autant que je sache, Bachar al-Assad est alaouite et les alaouites ne sont pas des chiites. Et juste à titre d'information, les alaouites en Iran sont tous en prison. Donc, cet arc chiite, c'est beaucoup plus artificiel que réel, parce que depuis son arrivée, la République islamique a toujours soutenu les différents groupes paramilitaires, qu'ils soient chiites ou sunnites. Et donc, vraiment, je me demande sur quelle base on peut parler de l'arc chiite. L'Iran soutient les groupes qui sont dans son intérêt et donc indépendamment à leur religion. Et je pense qu'il ne faut pas rester très attaché à la grille analytique religieuse dans la région, parce que les pays de la région sont en grande partie, malgré les apparences, sont sortis de la religion et ils sont en train de faire des alliances politiques, économiques, très pragmatiques, qui ne sont pas forcément liées à la religion. Finalement, l'Iran, elle veut vendre son pétrole, elle veut commercer avec ses voisins, c'est pas... L'Iran veut dominer la région et quels que soient les moyens, il est prêt à s'offrir et à dépenser, à investir dans ce but pour pouvoir la mainmise sur les différents pays de la région. Ce sera ma dernière question. On essaye toujours de lire la politique ou la situation interne de l'Iran à travers le prisme modéré, incarné par Rouhani, et puis les durs, les conservateurs, incarnés par Khamenei. Est-ce que c'est une grille de lecture correct pour vous? Pendant certains temps, c'était correct. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on pouvait vraiment distinguer les modérés des durs ou des conservateurs. Mais de plus en plus, avec les événements qui se sont produits les dernières années en Iran, cette différenciation n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous pensez des événements? C'est l'accord sur le nucléaire ou... Non, je pense plutôt aux manifestations qui se sont déroulées en décembre 2017. Depuis 2017, les Iraniens sont dans les rues. Il ne faut pas oublier. Et là, la réaction des soi-disant modérés face à la contestation massive des Iraniens a été vraiment identique aux réactions des durs. Donc, il est vraiment très difficile de faire une distinction entre les deux. On voit qu'à quel point ils sont solidaires face aux réclamations des Iraniens, à quel point ils sont solidaires dans la dénonciation des demandes les plus légitimes du peuple. Et du coup, je pense que ça fait longtemps que la différence entre les modérés et les durs en Iran n'a plus de sens. Merci, madame, pour cet éclairage. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Geopolitis. Merci à vous. La politique étrangère de l'Iran, on l'a vu, n'est pas forcément déterminée par la défense des musulmans chiites. Mais qui sont-ils, ces chiites qui tiennent le pouvoir en Iran et en Irak? Que représentent-ils au Moyen-Orient? En carte et en image, c'est notre rubrique Mais encore, Mélanie Ohayon. Chaque année, comme ici en Irak et ici en Afghanistan, la communauté chiite commémore le martyre de l'imam Hussein lors des célébrations et mises en scène rituelles de l'Ashura. Dans le monde musulman, 1,8 milliard de croyants, les chiites représentent 10% des fidèles, les sunnites 90%. Largement minoritaires au niveau mondial, les chiites sont une force considérable au Moyen-Orient et une partie de l'Asie centrale, comme le montre cette carte de leur implantation géographique. On remarque surtout le premier foyer de l'islam chiite, l'Iran, 87% de fidèles.
L'Iran est le seul pays où le chiisme est une religion d'État. L'ayatollah Ali Khamenei est l'actuel guide suprême de la révolution islamique. C'est aussi le chef de l'État iranien. Sa fonction surpasse celle du président Hassan Rouhani. Les chiites sont aussi majoritaires en Azerbaïdjan, à Bahreïn et en Irak. En Irak, après l'intervention américaine et la chute de Saddam Hussein en 2003, les chiites ont reconquis le pouvoir après des décennies d'oppression. Depuis, les Iraniens peuvent à nouveau se rendre en Irak, notamment pour le pèlerinage de la ville sainte de Kerbala. Une importante communauté chiite est aussi présente au Yémen et au Liban. Au printemps dernier, le Hezbollah libanais renforçait son emprise au Parlement. Les chiites sont minoritaires au Koweït, au Qatar, en Afghanistan, en Syrie et en Turquie. En Arabie Saoudite, la plus grande puissance sunnite de la région, la minorité chiite représente tout de même 15% de la population. Elle est implantée essentiellement au cœur des régions pétrolières du nord-est du pays. Ses leaders ont fait l'objet d'une sévère répression. D'ailleurs, le royaume wahhabite ne considère pas les chiites comme des musulmans. Avant-dernière séquence de cette émission, nous allons reprendre là où nous avons commencé. Il y a tout juste 40 ans, la monarchie iranienne s'écroulait sous le poids de la contestation populaire. Un vieillard à barbe blanche revenait d'exil pour prendre le commandement de la révolution. Voici notre rubrique « Ce jour-là ». Ce jour-là, le 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini atterrit à Téhéran après 14 ans d'exil. Sur place, une équipe de temps présent se mêle à la foule électrisée qui célèbre le retour du chef religieux. Le jour de l'arrivée, jeudi dernier, dès le lever du soleil, plus de 3 millions de personnes se rendent sur le parcours qui effectuera l'ayatollah. Des milliers de paysans venus souvent de fort loin campent à l'entrée de Téhéran depuis une semaine. Dès son arrivée à l'aéroport, Khomeini montera dans une voiture pour traverser la ville et se rendre ensuite au cimetière où sont enterrés ceux qui sont morts pour la révolution. Ce grand jour, c'est la revanche des déshérités du régime du Shah qui constitue la majorité du peuple. Leur révolte a transformé la contestation des mosquées en une révolution nationale. Bloqué par une foule déchaînée à l'entrée du cimetière, Khomeini est alors emmené par hélicoptère à l'endroit où il doit prononcer son discours. Khomeini s'adresse d'abord aux parents des martyrs, en évoquant le souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour que triomphe la révolution. Ensuite, il reprend ses accusations contre le père du Shah qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État et il déclare que la dynastie Pahlavi est par conséquent illégale. Il annonce qu'il proclamera dans quelques jours son propre gouvernement. Au moment de son départ, les services de sécurité ont été complètement débordés par la foule enthousiaste et les policiers islamiques ont eu beaucoup de peine à dégager l'aire d'atterrissage de l'hélicoptère au milieu des tombes. 2 mois après son retour, l'ayatollah Khomeini sera proclamé guide suprême de la révolution. Il le restera jusqu'à sa mort en 1989. Et comme d'habitude, quelques prolongements à cette émission. Le livre tout d'abord de notre invité, La malédiction du religieux, la défaite de la pensée démocratique en Iran. C'est édité aux éditions François Bourin. Pour mieux comprendre comment l'islam idéologique s'est imposé au cœur du pouvoir, comment est-il parvenu à supplanter les autres forces politiques pourtant présentes depuis longtemps sur la scène iranienne. Sur les aspirations de toute une jeune génération urbaine, un excellent documentaire, Raving Iran, de la réalisatrice suisse Suzanne Regina Meures. C'est sorti en 2016. Extrait.
Enfin, dans nos riches archives qu'on peut voir en tout temps sur le site de la RTS et de Géopolitis, ce dossier passionnant, Iran du Shah à l'Ayatollah, dont voici un bref aperçu. 16 jours après le départ du Shah, l'Ayatollah Khomeini rentre en Iran après 15 ans d'exil. La veille de son arrivée, Téhéran vit des heures d'excitation et d'angoisse. Nombreux sont ceux qui craignent une intervention de l'armée de dernière minute. Dans une semaine, Géopolitis reçoit Guy Ryder, le grand patron du Bureau international du travail. L'occasion de nous projeter dans le futur. Quels métiers auront disparu dans 30 ans? Lesquels auront été créés? Avec l'intelligence artificielle, la robotisation, le monde sera-t-il plus égalitaire? Y aura-t-il finalement du travail pour tous? On se posera donc de grandes questions dans la prochaine édition de Géopolitis sur la RTS et TV5 Monde. D'ici là, à vous tous, une excellente semaine. À bientôt.